Salut tout le monde, et nous revoici une nouvelle fois au Mans, sur un rond-point. Ouais, c'est un rond-point, il y a des voitures, ça fait tutut. C'est sûr que ça fait beaucoup plus ambiance gilet jaune, ambiance manifestation contre la réforme des retraites que 24 heures du Mans, mais il y a une raison pour laquelle je suis ici, parce qu'en fait, la rue qui passe comme ça à travers ce rond-point et qui part derrière moi, eh bien, c'est la rue Ettore Bugatti. C'est ce que j'ai mon nom, c'est-à-dire que vous venez ici, et vous pouvez retrouver pas mal d'endroits qui vous rappellent en fait un petit peu la course automobile, donc je me trouve ici rue Ettore Bugatti, un sacré nom. Bugatti, c'est évidemment un nom synonyme d'excellence, synonyme d'automobile française et de course automobile à la française aussi. Donc bien sûr, les 24 heures du Mans, on faisait partie déjà à l'époque dans les années 30, et ça tombe bien, on parle des années 30 aujourd'hui, c'est quand même génial. Les années 30, qui n'ont pourtant pas si bien débuté que cela. Quand je dis pas très bien débuté, je parle pas en fait ici de Bugatti, mais plutôt des 24 heures du Mans en général, parce que on est en 1930, et le monde se relève difficilement et subit surtout les contre-coups du krach boursier de 1929 et de la crise boursière. Et donc forcément l'automobile n'est pas exempté de crise, et les 24 heures du Mans se retrouvent avec une petite pénurie quand même de participants, seules 17 voitures pendant le départ des 24 heures du Mans 1930, et en plus pour la première fois l'Automobile Club de l'Ouest autorise des engagements privés. C'est évidemment du côté de Bentley qu'on va retrouver les voitures favorites pour ces 24 heures du Mans 1930, avec bien sûr les Bentley Boys au volant. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente de mercredi dernier, vous pouvez la retrouver évidemment sur cette chaîne, mais ce ne sont pas les seuls à engager quand même des voitures. On a des engagements officiels de chez Bentley, mais aussi des engagements privés, et du côté de Mercedes on va engager une SSK pilotée par Rudolf Caracciola et Christian Werner, et c'est Rudolf Caracciola lui-même qui l'engage en tant que voiture privée. Caracciola, un nom qui va être synonyme de succès sur tous les circuits d'Europe et du monde dans les années qui vont suivre, mais là, 1930, c'est sa seule et unique participation aux 24 heures du Mans. Des problèmes malheureusement viendront mettre un terme au duel, et Bentley remportera donc pour la 5e fois les 24 heures du Mans, et ensuite, rideau. Bentley arrête son engagement en sport automobile, il restera des Bentley privés bien sûr, mais en tout cas, au niveau de la victoire au général dans la Sarthe, c'est terminé. Pour l'instant. Et Bugatti dans tout ça, me direz-vous, parce que c'est un petit peu le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, en 1930, il n'y avait qu'une seule Bugatti au départ, mais une Bugatti historique, puisque pour la toute première fois, un duo 100% féminin participe aux 24 heures du Mans. Il s'agissait de Marguerite Mareuse et Odette Sicot, et en plus, elles vont terminer. C'est un peu les exploits déjà de les avoir au départ, en plus à l'arrivée c'est encore mieux, mais déjà de les avoir au départ c'est donc un petit exploit, puisque à cette époque-là, il y avait peu de femmes disposaient en fait du permis de conduire tout simplement. Elles verront donc l'arrivée comme seulement 8 autres concurrents cette année. Du coup, sans Bentley, d'autres marques vont venir aux 24 heures du Mans pour la victoire en général, à commencer par Bugatti qui va montrer les crocs dès 1931 avec des pilotes comme Louis Chiron, Albert Divo, quand même des noms qui voulaient dire beaucoup à cette époque-là. Mais 1931, c'était un petit peu une bérésina pour eux parce qu'ils n'ont eu que des abandons. Bon, c'est pas non plus dramatique parce qu'en soi, seulement 6 voitures ont vu l'arrivée de cette édition 1931 des 24 heures du Mans qui fut assez compliquée. Elles étaient pourtant 26 au départ, les voitures engagées, mais donc seulement 6 verront l'arrivée d'une course remportée par Alfa Romeo qui signe là son premier succès dans la Sarthe. On retrouvait Tim Burkin et Earl Howe au volant, lors d'une course en fait qui a été marquée par de très nombreux problèmes de pneumatiques qui ont handicapé beaucoup nombre de concurrents, et à l'époque forcément vous n'aviez pas toutes les technologies d'aujourd'hui pour revenir au stand, si vous avez un peu crevé tout ça, souvent un peu crevé, si vous étiez au mauvais endroit du circuit, c'était l'abandon tout simplement. Alfa Romeo débutait en fait là une petite série de victoires, une petite série de domination des 24 heures du Mans, puisqu'ils vont également s'imposer en 32, en 33 et en 34, des éditions qui se sont disputées sur un tout nouveau circuit des 24 heures du Mans. Excite l'épingle de Pont-Lieu, c'était déjà le cas, on n'allait plus complètement jusqu'à cette épingle depuis quelques années, on prenait toujours vers Pont-Lieu, on a enlevé toute cette partie-là et on a créé une nouvelle partie qui s'appelle la partie du Tertre Rouge. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est effectivement dès 1932 qu'on a un circuit des 24 heures du Mans qui est quasiment identique au circuit d'aujourd'hui. Mis à part quelques modifications évidemment au fil des années, on en parlera. Raymond Sommer et Philippe Étancelin viennent également ajouter leur nom au palmarès des 24 heures du Mans, tout comme Luigi Chinetti et Tazio Nuvolari. C'était la véritable star des Grands Prix de l'époque. Très jolie bécane qui vient de passer. C'était la star des Grands Prix de l'époque en fait, Tazio Nuvolari. Et il se devait évidemment de mettre son nom au palmarès du Mans, ce qu'il parviendra donc à réaliser en 1933 au volant d'une Alfa Romeo. En 1935, c'est au tour de Lagonda de remporter la classique Mansell, mais toujours pas de traces de Bugatti dans le livre d'or des vainqueurs des 24 heures du Mans. C'est pas faute d'essayer parce que Bugatti vient très régulièrement avec beaucoup de voitures engagées. Mais il faut dire qu'ils ont pas mal de malchance aussi. Sur ces premières années de participation aux 24 heures du Mans, c'est compliqué pour vous ne serait-ce que de voir l'arrivée. 1936, ça peut être donc l'année enfin de la victoire Bugatti aux 24 heures du Mans, l'année un peu du renouveau, parce qu'ils viennent avec 5 voitures, dont une qui est engagée par Earl Howe, vainqueur précédemment cité dans cette vidéo. L'Automobile Club de France a également mis en place un nouveau règlement, notamment pour les Grands Prix, le Grand Prix de France qui se dispute quelques jours plus tard. Donc on sent quand même qu'il y a de belles possibilités pour que Bugatti s'impose.
Et le 23 juin 1936, la course est officiellement annulée parce que, eh bien, c'était 1936. Et en France, en 1936, il y avait beaucoup de grèves, bien évidemment. C'était un grand mouvement social qui était en cours. Et, eh bien, les grèves du début d'année ont forcé les organisateurs à annuler tout simplement les 24 heures du Mans. Partie remise donc en 1937 pour des 24 heures du Mans disputées, on pourrait dire à guichet fermé, même s'il n'y avait pas vraiment cette expression à l'époque. En tout cas, une foule record vient assister aux 24 heures du Mans du retour après une année d'absence. Et surtout, eh bien, ils veulent voir la première victoire française depuis 1926, et il y a de très bonnes chances que ça se fasse. Bugatti, Delahaye, Delage, Talbot Lago, Peugeot, autant de marques françaises qui viennent avec l'ambition de remporter les 24 heures du Mans. Les Français ont donc mis, eh bien, les petits plats dans les grands, et ça se voit sur la liste des engagés. Et ce coup-ci, enfin, tout semble sourire comme ce magnifique soleil à Bugatti. La Type 57G pilotée par Jean-Pierre Vimille et Robert Benoît domine les débats. Elle compte quand même le dimanche matin, près de 11 tours d'avance. Autant vous dire que c'est plié. C'est-à-dire qu'il faut simplement ménager la mécanique. On va rallier l'arrivée, ce qui n'est pas simple, évidemment, même dans ces années-là, parce que dans 1930, forcément, les routes n'étaient pas en super état et les voitures n'étaient pas super fiables. Mais voilà, ils doivent simplement ménager la mécanique et la victoire, la première victoire de Bugatti en Sarthe, sera enfin. Mais à 4 heures de l'arrivée, Benoît se loupe du côté d'Arnage. Il a tenté en fait de dépasser un retardataire. Il loupe son freinage et il part dans le talus, dans le fossé. Et là, on se dit, ça y est, victoire envolée, course terminée pour l'équipe. Alors, fort heureusement, ils sont poussés un petit peu à l'inverse de ce qu'on voit en rallye. En fait, ils sont poussés par des spectateurs pour les remettre sur la piste. Mais c'est une manœuvre formellement interdite par le règlement. Et là, pour une fois, la chance sourit à Bugatti puisque les commissaires vont décréter que c'était une aide cette fois-ci autorisée exceptionnellement parce que la voiture était dans un endroit dangereux et quand on a des conditions de sécurité qui ne sont pas réunies, on peut effectivement légèrement dévier du règlement. Ça a permis à Bugatti de repartir et bon, en ménageant largement la mécanique sur les 4 dernières heures, Bugatti va enfin remporter les 24 heures du Mans en 1937. En plus, eh bien, Bugatti signe un nouveau record de distance aux 24 heures du Mans cette année-là. Il remporte également la couronne 2 ans plus tard. Et avec la victoire de Delahaye en 1938, eh bien, ça fait 3 victoires consécutives pour des marques françaises. Pour clôturer les années 30, c'est plutôt pas mal, non? Je vous laisse pour terminer cette vidéo avec quelques pièces images de la Bugatti Type 57G qui s'est donc imposée aux 24 heures du Mans en 1937. Vous voyez qu'en fait, elle est construite sur une base de Type 57 qu'on pouvait acheter évidemment au commerce avec une carrosserie dite à l'époque de type tank qui montrait en fait qu'au 24 heures du Mans, l'aérodynamique était très importante déjà parce qu'il fallait évidemment pouvoir être très efficient dans les très longues lignes droites, principalement au Hunaudière. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle décennie des 24 heures du Mans. Bon, autant vous dire que là, en termes de courses disputées, c'est pas terrible. Les années 40, eh ben, il y en a eu une des éditions des 24 heures du Mans, mais il y aura forcément des choses à dire puisque nous étions en pleine Seconde Guerre mondiale. Il a fallu reconstruire, eh bien, comme l'Europe s'est reconstruite à cette époque-là, il fallait également reconstruire le mythe que sont les 24 heures du Mans. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je suis bien, je vais profiter du soleil tranquillement et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.